le début de l'entretien avec Monsieur Sébastien Tilly, mais je vais lui laisser l'opportunité de se présenter personnellement. Alors, je vous remercie déjà d'avoir accepté mon entretien et de me recevoir à Lucie. Nous sommes à Lucie, là. Oui. Ouais, ok. Alors voilà, vous pouvez vous présenter, vous êtes. Oui, donc je suis Sébastien Tilly, j'ai 41 ans. Je suis donc infirmier de formation initiale, formateur infirmier dans le cadre de santé depuis 2012 et la de santé, formateur depuis 2010. Et en doctorat donc depuis la fin de l'année dernière, depuis 2016. Depuis 2016. Et précédemment, vous étiez infirmier. Oui, infirmier, j'ai travaillé exclusivement dans le domaine de la psychiatrie. La psychiatrie. Et dans le domaine de la psychiatrie, ça portait sur les maladies mentales en général, c'était spécifié, c'était des troubles spécifiques. Non, c'était de la psychiatrie générale, il n'y avait pas de... Okay. Psychiatrie générale. Et vous fréquentez quel type d'établissement de façon spécifique? Je travaillais dans l'établissement public de santé mentale de la Marne. De la Marne? Ok. L'établissement de santé publique de la Marne. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir comment se passe votre travail, en l'occurrence ici à l'ICI, comment se passent les formations de façon spécifique. Si vous pouviez me parler déjà de l'institut éventuellement. D'accord. Alors, on est un institut donc, de formation de soins infirmiers qui accueille 162 étudiants par promotion. 162. On a un effectif de 162, on est une vingtaine de collègues, on est équivalent temps plein, formateurs à temps plein, sur l'institut. C'est une formation, alors je ne sais pas si vous connaissez la formation infirmière ou pas du tout, un petit peu. C'est une formation d'alternance sur 3 ans, avec moitié du temps pour l'étudiant en stage, moitié du temps sur l'institut. C'est universitarisé depuis 2009. Donc vous dépendez de l'URCA? Non, on ne dépend pas de l'URCA. On dépend de la région. La région, oui. Avec un organisme gestionnaire qui est le CHU. Oui. Et on est en partenariat avec l'URCA. D'accord. Dans le cadre de cette universitarisation. Dans le cadre de l'université. On a les trois casquettes, j'allais dire, CHU, URCA et région. D'accord. Donc depuis l'universitarisation 2009, depuis cette année seulement, les étudiants sont étudiants de l'URCA aussi. Ils ont une carte d'étudiant, c'était pas le cas avant. Oui. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place. On a un travail de partenariat avec l'URCA. On a pas mal d'universitaires qui intervenaient déjà avant dans la formation, avant l'universitarisation, notamment des médecins du CHU ou des... Et on a aussi des collègues de l'ESP aussi qui interviennent depuis quelques années dans la formation. Et ils abordent quel thème particulièrement dans le domaine infirmier? La recherche. La recherche, ouais. Typiquement. Ils viennent pour les yeux autour de la recherche. L'ESP, vous parlez? Oui. Ouais. Ils viennent autour de la recherche. De la recherche. Et quelle est la nature de la formation? Elle est basée uniquement sur les soins hospitaliers au niveau... Non, le but c'est de former des infirmiers qui soient capables de s'adapter aux besoins de la population. Donc on est dans des différents types de soins. Il y a les soins curatifs, on peut être aussi dans les soins préventifs, palliatifs. On forme au milieu hospitalier, mais pas que. On peut former aussi sur de l'extra-hospitalier, sur des centres de soins, sur du libéral, sur la psychiatrie, en intra ou en extra-hospitalier. Ça peut être aussi le travail de l'infirmier en collège-lycée, par exemple. On peut aborder, où les étudiants peuvent réaliser des stages. Il y a tout ce qui est EHPAD, maison de retraite aussi, qui est un lieu où il y a beaucoup de passages, on va dire, beaucoup d'étudiants y passent en stage et ils travaillent après. Oui. Je sais pas, est-ce que ça répond à votre question sur la formation en général ou... En général, oui. Donc vous formez des infirmiers? Oui. Uniquement? Uniquement, oui. Uniquement.
et vous faites également de la prévention et de la sensibilisation en lycée et dans les EHPAD et dans certains établissements publics. Alors la formation, la sensibilisation, les étudiants la font globalement. On essaie d'avoir une vision du soin qui n'est pas uniquement une vision du soin dans le curatif, mais aussi dans la prévention. Et ils sont amenés à effectuer des stages dans tout un tas de lieux différents, Oui. comme les collèges, les lycées, les EHPAD, les services de médecine, chirurgie à l'hôpital classique, on va dire, des services de psychiatrie, les centres de soins, des infirmiers libéraux. Et ils peuvent aussi, dans le cadre de certaines unités d'enseignement, par exemple en deuxième année, il y a un temps fort qui est la santé publique, où ils sont amenés en groupe à aller mener une action, à aller identifier déjà des besoins de santé d'une population de collégiens ou de lycéens, pour après aller mener une action de prévention auprès de ce public. Tout à fait. Et en l'occurrence, ou alors tout récemment, quelle action certains stagiaires ont-ils pu mener dans le cadre de leur stage ont-ils mené des actions au niveau de la sensibilisation au HIV Oui, par exemple, ça peut être autour des IST, ça peut être autour de l'alimentation, ça peut être autour des conduites addictives, ça peut être autour de l'hygiène, donc comme je vous disais, alimentaire, mais aussi corporelle, bucco-dentaire. Ça peut être sur le sommeil aussi, ça peut être récemment une problématique qui est apparue autour des réseaux sociaux, chez des jeunes addicts, des jeunes collégiens, lycéens, oui, addicts, et puis un rapport aussi à l'intimité, ou à qu'est-ce que je peux dire ou pas dire sur les réseaux sociaux, comment ça peut être après répercuté, et donc on a des actions comme ça. Tout à fait. Donc vous portez, j'essaie de voir, et naturellement, c'est élaboré, comment cela est-il mis en place, ce type de formation? Quel est le plan qui est mis en amont? Alors, il y a un partenariat déjà assez fort avec les infirmiers scolaires. Oui. On travaille comme ça avec un groupe d'infirmiers scolaires, avec deux temps pour prendre l'exemple de la santé publique, un temps sur le semestre 3 qui va être l'identification des besoins de santé de la population, généralement par le biais de questionnaires, oui. Puis d'échanges aussi avec l'infirmière, comme ça, qui connaît, ou l'infirmière ou un des profs qui connaît un peu la classe. Oui. Pour essayer d'identifier comme ça une thématique. Et après, au cours du semestre 4, c'est monter une action de prévention autour de cette thématique, tout en adaptant le discours à la population. On ne va pas s'adresser pareil à des enfants de 6e qu'à des jeunes de première ou de terminale. Tout à fait. Tout à fait. Même si la thématique peut être la même. Tout à fait. Donc vous partez d'un questionnaire, les sujets qui remontent, c'est ça. C'est ce que vous prenez en l'occurrence pour développer auprès d'eux. C'est ça. D'accord. Et au sein de l'ICI, quelle est votre action précise en termes de formation? Alors on est référent, enfin quand je dis on, c'est mes collègues et moi, on a des unités d'enseignement en référence en fonction de nos compétences, j'allais dire. Donc les unités d'enseignement, on peut les retrouver à différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle les unités d'enseignement dites cœur de métier, qui sont vraiment spécifiques à la profession infirmière. Et après on a des unités d'enseignement qui sont plus transversales, autour des sciences humaines par exemple, autour des différents processus qu'on peut retrouver dans les maladies, où là c'est pas spécifique à la formation infirmière, c'est très général, ça peut être transférable à d'autres formations. Tout à fait. Et combien de formateurs êtes-vous, vous m'avez dit? Une vingtaine. Une vingtaine. Et combien d'hommes et de femmes dans ce groupe? Alors on est 1, 2, 3, on est 4 hommes. 4 hommes et combien de femmes? À peu près 16. 16 hommes. À peu près. Je peux vous dire précisément. Ouais. 1, 2. Femmes. 17 femmes et 4 hommes. 17 femmes et 4 hommes. Donc ça fait 21. Et nous sommes et là c'est les soins infirmiers. Oui, c'est ça. Soins infirmiers. Et vous m'avez dit, et sur quoi portent les formations des soins infirmiers si on prenait par exemple un thème, entre autres, il y a combien de thèmes déjà? Il peut y en avoir des thèmes.
difficile de parler en thème en fait dans la formation. Ah oui. Je vous dis qu'il y a des unités d'enseignement qui peuvent être on va dire, très culture générale, Oui. donc très transverses, et d'autres qui sont vraiment très spécifiques au domaine infirmier. Oui. Après, Spécifique, en ouais. l'occurrence. Donc notre rôle, en tant que formateur, c'est de on va dire, coordonner ces différentes UE, mais d'une UE à l'autre, il y a des unités d'enseignement où notre travail, ça va être essentiellement de la planification, de la gestion d'intervenants. Oui. C'est pas nous qui faisons les cours, on n'a pas d'ailleurs forcément la qualification pour les faire. Oui. Donc on entre en relation avec des docteurs, des universitaires, des collègues infirmiers de terrain, des psychologues, ou des sociologues qui peuvent comme ça nous venir réaliser les enseignements. Oui. Et d'autres unités où c'est nous qui allons réaliser l'essentiel autour des soins infirmiers, c'est nous qui allons réaliser l'essentiel des enseignements. Oui. Mais le gros de notre travail se situe surtout dans l'accompagnement des étudiants. On est référent donc on est réparti par promotion. Oui. Donc on a 3 promotions, première, deuxième et troisième année. On est donc l'équipe est divisée en 3 si vous voulez. En 3, oui. Avec pour chaque promotion, et on est chacun référent d'un groupe de 20 à 25 étudiants. Qu'on essaie de suivre sur les 3 ans, si l'étudiant ne redouble pas ou si l'effectif formateur est stable. Donc, 25 étudiants. Ouais. Donc on a comme ça un travail d'accompagnement au cours des stages, au cours des résultats théoriques. Et la population de ces étudiants-là, hommes-femmes et en majorité? Alors, majorité féminine, très largement, la profession infirmière, même si ça se masculinise, Oui, oui. il y a de plus en plus d'hommes. D'ailleurs, sur les dernières promotions, c'est assez marquant, on a eu quasiment, sur les 3 dernières années, si je ne me trompe pas, un doublement des effectifs hommes, la proportion hommes dans les promotions. Ah oui. Il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent infirmiers, mais ça reste très majoritairement une profession féminine encore. Enfin, je dis encore. Encore très féminine. Oui. Très féminisée. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Avez-vous une explication Oui, pas très logique, mais... Il y a une histoire derrière tout ça. Hein. C'est que, historiquement parlant, la profession infirmière, c'était les bonnes sœurs, qui étaient l'assistante du médecin, qui était un homme à l'époque. Enfin, alors d'ailleurs, ça s'est inversé aussi au niveau médical. Maintenant, il y a de plus en plus... Ils ont inversé la courbe. C'est-à-dire qu'il y a majoritairement des femmes qui deviennent médecins maintenant, dans les promos, que des hommes. Alors que, historiquement... les professions médicales étaient réservées aux hommes et les professions paramédicales infirmières étaient réservées aux femmes. Donc il y a comme ça une connotation. D'ailleurs, on parle souvent dans le langage courant d'infirmière et pas d'infirmier. Il y a comme ça donc même si ça s'inverse, moi quand j'ai fait mes études infirmières en 96-99, on était peu d'hommes dans une promotion. On devait être 5-6 dans une promotion de peut-être 60. Donc ça faisait à peu près 10%. Là maintenant, on est quasiment au double, mais ça reste une profession essentiellement féminine. Même si dans la proportion des formateurs, on retrouve plus d'hommes. On retrouve plus d'hommes chez les cadres. Alors, on a une formation qui est initiale en 3 ans, et après on a des spécialisations infirmiers. On peut devenir donc infirmier anesthésiste, infirmier bloc opératoire, infirmière puéricultrice. Il y a très peu d'hommes qui le font, donc ça reste très féminin. Et cadre de santé. Et on retrouve chez les cadres de santé une inversion un peu de cette pyramide. Il y a beaucoup d'hommes chez les cadres de santé. On est presque à moitié-moitié, dans mes souvenirs, dans les derniers chiffres. Alors que sur le public de base qui pourrait devenir cadre de santé, on a une majorité de femmes, très largement. Mais la progression au niveau de la carrière, entre guillemets, si on peut parler comme ça, ce rapport homme-femme s'inverse un peu. Et ça s'équilibre? Ça s'équilibre. En général, dans la généralité, mais de façon spécifique et dans les différentes fonctions, on retrouve certaines disparités. C'est ça. Tout à fait. Et vous expliquez ça par l'histoire de... Alors, le fait alors que l'infirmier, ce soit une profession essentiellement féminine, oui, je pense qu'il y a une part d'historique. Après, le fait que quand les gens progressent dans les spécialisations et deviennent cadres de santé, il y a davantage d'hommes, ça c'est un peu plus dur à expliquer. Ah ouais, tout à fait. Alors nous sommes dans le domaine de la psychanalyse, c'est ça? Non. La psychiatrie. Oui, j'ai travaillé en psychiatrie.
quel est de quoi traite de façon spécifique la psychiatrie? Elle traite quel genre de mots, de soins? C'est quel genre de... Quelle peut être la genèse, en quelque sorte, de la psychiatrie? Vous pouvez nous parler éventuellement un peu de l'histoire de la psychiatrie, un des pères fondateurs éventuellement, ou alors... Oui, oui, je peux vous en parler. Oui, le père fondateur de la psychiatrie en France au niveau infirmier, hein. Oui, C'est Pussin, Puissant. qui était avec Pinel qui était le médecin Pinel, mais qui a libéré à la Salpêtrière, qui a libéré les fous, on parlait comme ça à l'époque de leur chaîne. Et son travail à Pinel était basé sur l'observation de Pussin, qui était un infirmier, ce qu'on appelait à l'époque infirmier surveillant, infirmier chef, qui avait développé un contact avec certains patients, lui voyait comme patient, qui était une théorie un peu plus humaniste. Avant, historiquement, la théorie, c'était que plus la contention était douloureuse, plus on attachait les gens, et mieux ils étaient. Dans le traitement par la douleur. C'était un peu ça. Et puis par la répression, la contention, alors que Pussin, lui, avait essayé dans l'unité dont il était responsable de détacher certaines personnes. Il y avait comme ça un petit côté un peu, on va dire, pas révolutionnaire, mais un peu marginal, un peu à tester des choses. Donc c'est vraiment lui le père fondateur du travail en psychiatrie qui a pu permettre qu'on voit les patients sous un autre regard. Non plus gardien de fou, comme ça se disait à une époque, ce qui se confondait un peu avec gardien pénitentiaire. Enfin, il y avait un côté comme ça, un peu répression. Ça fait un peu penser d'ailleurs le côté Foucault surveiller et punir. Hein. C'était vraiment, on est vraiment là-dedans. Et de voir la personne, déjà de passer peut-être de fou à patient, voir à personne soignée, quelqu'un. Mais bon, ça a mis des décennies, voire des siècles, parce que ça se met en place. Ça se met en place, ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas fait du jour au lendemain, c'est sûr. Mais là, bon, je suis un peu éloigné de tout ça. Hein. Maintenant, étant formateur depuis 2010, je suis plus vraiment dans la psychiatrie. Enfin, j'ai été en responsabilité du autour des processus psychopathologiques, puis j'y suis plus maintenant. C'est d'autres collègues qui ont pris le relais. Oui. Et mon contact avec la psychiatrie, on va dire, se limite à des visites en stage. Quand des étudiants vont en stage, donc comme je vous disais tout à l'heure, la formation est en alternance, moitié institut, moitié stage. Oui. Et quand ils vont en stage, on va leur rendre visite pour avoir un échange comme ça avec le tuteur, donc qui est un infirmier, et pour échanger justement sur leur stage. Donc il m'arrive de retourner dans des services de psychiatrie, mais plus pour y exercer. Tout à fait. Alors, quelle est votre approche de la formation? Votre approche de la formation, comment préparez-vous, par exemple, lorsque vous devez former, passer une séance de formation, comment vous y prenez-vous? Pour préparer une séquence pédagogique ou un cours, c'est ça? Oui. Alors déjà, pour la création, vous voulez dire? La création. Quelque chose que j'ai jamais fait encore. Oui, ou alors que vous avez déjà fait. Alors quand c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ou j'ai déjà créé un support, c'est me le réapproprier, le relire un peu, puis bon, généralement, c'est... Voilà, ça et vous appuyez sur quoi pour créer vos supports? Alors sur notre référentiel de formation, qui est assez précis, on travaille à un groupement de coopération sanitaire, les GCS. On a des maquettes de plans d'enseignement qui sont assez précises, qui sont travaillées avec l'URCA d'ailleurs, et un référent universitaire, et les différents IFSI de la région. On se met d'accord sur les contenus qu'on doit dispenser. Donc même si c'est une prescription, on a une certaine liberté quand même par rapport à ça. Hein. C'est pas les tables, c'est pas les tables de la loi non plus. On peut un petit peu aménager quand même. Hein. Tout à fait. Mais donc on part de ça. La séquence, comme on l'a construit dans une globalité du E. Oui. On essaie de fixer. Donc généralement on travaille au moins en binôme. En binôme. Notre collègue, oui. Pour une création de cours comme ça, on essaie de fixer des objectifs à ce cours. Et puis après d'essayer d'adapter l'enseignement et les méthodes qu'on va pouvoir utiliser en fonction des objectifs qu'on s'est fixés sur ce cours. Et au niveau de la transmission, comment procédez-vous au niveau de la transmission en salle? Alors
tout dépend du contenu qu'on a, enfin des objectifs qu'on s'est fixés. Alors ici, on peut travailler soit en cours magistraux, c'est-à-dire en amphi avec les 160 étudiants réunis en amphi. Oui. On peut aussi travailler sur des effectifs plus restreints sous forme de travaux dirigés par groupe d'une vingtaine d'étudiants. Oui. Où là, les contenus, la façon d'amener les contenus ne sera pas du tout la même. En amphi, sur du cours magistral, on est vraiment sur de la distanciation et il y a peu de feedback ou d'interaction parce que ça devient vite, c'est très difficile à gérer à mon avis en amphi avec 160 personnes. Par contre, quand on passe sur des petits groupes de 20 ou 40 étudiants, des fois on peut travailler aussi en quart de promotion. Mais là, quand on choisit de travailler en petits groupes comme ça, c'est parce que justement on veut travailler sur ces interactions, on veut qu'il y ait un échange. Tout à fait, tout à fait. Et et dans ces échanges-là, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous attendez des élèves, en l'occurrence des étudiants que vous formez dans ces interactions? Alors ça dépend ça dépend des fois. Là, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est un cours qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps avec les collègues c'était le cours sur des processus psychopathologiques. Quand bien que je sois plus référent de l'UE, j'interviens encore toujours en tant qu'intervenant sur l'UE. Où on part sur un premier temps des représentations des étudiants sur la folie et la maladie mentale. Mais où on leur demande de se mettre en petits groupes et de comme ça livrer très spontanément les mots qui leur viennent à l'esprit quand on leur dit les termes de psychiatrie et de santé mentale. Le but étant un peu comme on avait pu le voir de façon théorique, partir comme disait Bachelard des représentations des étudiants. Parce que si on ne travaille pas ces représentations-là, on ne pourra pas amener de nouvelles choses. On va comme ça être dans un rapport un peu presque de force. Mais l'étudiant va rester sur la vision qu'il pense avoir de la psychiatrie, qui est quand même très déformée par les actualités, par les médias. C'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Et que si on ne fait pas ce travail un peu de déconstruction des représentations, pour amener autre chose, ce ne sera pas possible. Donc on a fait le choix avec le collègue, quand on a construit l'UE, de vraiment consacrer du temps, quasiment 1 heure sur les 4 heures de l'intervention, à ce que les étudiants puissent livrer un peu leur représentation, pour après travailler à partir de leur représentation, pour les amener à ce qui nous paraît, nous, davantage la vision un peu réelle des choses. Ouais. Et lors de ces séances-là, est-ce que vous avez l'impression que les étudiants tirent le meilleur profit de ce que vous leur dispensez comme enseignement? Alors sur des cours, des interventions qui touchent au processus psychopathologique, on a différents types de réactions. Et on a déjà un groupe d'étudiants, on va dire, qui peut être fasciné par la psychopathologie, les processus mentaux. Il y a quelque chose comme ça c'est pas la majorité, loin de là. Il y a un groupe d'étudiants qui n'en a rien à faire. Parce que dans les représentations des étudiants infirmiers, c'est pas soigner des personnes malades mentales. C'est aller réaliser c'est le service de médecine et de chirurgie classique. D'ailleurs, début des années 90, jusqu'en 93, c'était 2 diplômes séparés. Infirmier de secteur psy et infirmier diplômé d'État. Donc il y a vraiment ce côté, moi ça m'intéresse pas. Il y a une autre population qui peut être un peu craintif par rapport à ça. Parce que la difficulté ou l'intérêt de ces cours d'ailleurs, c'est que quand on aborde les processus psychopathologiques, ça renvoie à la question du normal du pathologique. Et que forcément, tout à chacun, ça nous renvoie des choses par rapport à notre propre personnalité. Et les questionnements aussi assez intimes. Qu'est-ce qu'être normal? Est-ce que moi, de temps en temps, dans certains comportements, je ne suis pas à la limite de cette anormalité? Voilà. Et puis généralement, on se retrouve quand on aborde les pathologies ou les personnalités pathologiques. On peut tout à chacun se retrouver des traits de personnalité dans plein de choses. Donc ça renvoie, ça questionne pour soi et puis aussi peut-être pour certains étudiants leur entourage aussi. Tout à fait, ouais. Quand on voit par exemple la prévalence de la dépression, du syndrome dépressif en France, où selon les études on a entre 5 et 15% de prévalence à l'année. Déjà statistiquement parlant, dans une promotion, il y a forcément quelques étudiants qui ont eu un rapport à la syndrome dépressif. Et puis, alors après, il faudrait étudier plus précisément sur la tranche d'âge, pardon. Oui. Mais on peut poser l'hypothèse avec quand même une assez grande certitude que dans leur entourage, en tout cas, pour la plupart, enfin, en tout cas pour une bonne
grande majorité, ils ont côtoyé quelqu'un qui avait un problème de dépression à un moment donné dans sa vie. Tout à fait. Avec une image comme ça qui est des fois très... voilà, quand on l'aborde après de façon un peu plus scientifique et de façon plus symptomatologique, Oui. c'est sûr que ça peut renvoyer des choses, à la personne, qui ne sont pas toujours faciles à gérer d'ailleurs. Tout à fait. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que lors de ces séances-là, vous êtes souvent 2 formateurs. Et dans la préparation, pardon, dans l'animation, on est souvent seul. ah, vous êtes seul dans l'animation, ouais. Tout à fait. Et avez-vous déjà monté, éventuellement travaillé en binôme avec une collègue femme, en l'occurrence? Oui. Comment ça s'est passé? C'était sur quel type de projet, par exemple? Alors, ça pouvait être sur la santé publique, ça pouvait être aussi sur la psy. On avait une collègue qui avait travaillé en psychiatrie. Alors il se trouve là, je ne sais pas si c'est un hasard ou les 4 collègues dont je vous parle, Ouais. les 4 collègues hommes, pardon, Oui. on a tous cette expérience de la psy. Ah, Il y a, alors, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être lié aussi, alors là, il y a peut-être un contexte historique aussi, encore une fois. Comme je vous le disais tout à l'heure, la formation était mixte. Enfin, était séparée, pardon. Il y avait d'un côté les ISP, les infirmiers de secteur psy, et de l'autre côté les infirmiers diplômés d'État. Oui. Et on avait une inversion du genre dans les 2 disciplines, c'est-à-dire qu'infirmier diplômé d'État, avant, c'était essentiellement à plus de 90% des femmes. Infirmier de secteur psychiatrique, c'était l'inverse. C'était lié aussi au travail qui était demandé, je vous disais, un peu gardien de fou. Oui. Il n'y avait pas de traitement psychotrope à l'époque, neuroleptique, pour la sédation. C'était un métier qui, alors bien avant les années 80, plutôt dans les années 60-70, demandait une certaine force physique. Il y avait un rapport de force avec les patients qui pouvait être aussi physique. Et donc c'était une profession qui était essentiellement masculine. Donc ça peut expliquer aussi que là on retrouve, et en psychiatrie on retrouve, alors ça s'est inversé aussi, hein, quand je suis arrivé en psychiatrie dans les années 2000, oui. On était à moitié-moitié. Les équipes étaient moitié d'hommes, moitié femmes à peu près. Là maintenant ça s'est très féminisé. Depuis le regroupement des années 90 de la formation. Et ça s'est féminisé parce que vous utilisez, il y a des moyens, des méthodes. Je pense que c'est lié alors déjà à la réunification des 2 diplômes, et aussi à un travail qui n'est plus le même, qui est moins basé sur on va dire sur le physique. On n'a pas besoin d'être une carrure pour travailler en psychiatrie. La contention physique reste très mineure. Est-ce que vous avez souvent usage aux camisoles de force? Non. Non, pas besoin. Non. On travaillait plus là où j'exerçais dans l'établissement, plus sur ce qui était l'isolement, les chambres d'isolement. La contention physique étant réservée, donc les camisoles étant réservées vraiment à des cas extrêmes, et j'ai dû en 10 ans peut-être en voir 4 ou 5. Vous voyez, ça reste très rare. Et sur ce projet de façon spécifique monté avec votre collègue femme, quel était son apport, en l'occurrence, quelle était sa contribution? A-t-elle fait Pas vu de... Alors à l'époque on était 3 collègues sur ces yeux-là, 2 hommes et une femme. J'ai pas vu de différence significative entre des hommes et des femmes. Entre nous. Enfin, oui, mon collègue et moi. Enfin, on travaillait tous les 3 ensemble. Il n'y avait pas de... Et un projet peut-être plus récent que vous avez fait avec une collègue? Ah ben là ça arrive, je veux dire, ça arrive plein de fois. Vous voyez la proportion de collègues, donc oui, je travaille. Si on prenait un cas qui vous vient à l'idée. Mais j'ai pas l'impression que le genre ait une influence ici. J'ai pas l'impression. Le seul moment où ça peut peut-être avoir une influence, c'est quand on parle de référence d'étudiants. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est référence d'étudiants sur 3 ans. Donc c'est une référence qui se fait de façon aléatoire la première année. C'est l'ordre alphabétique de la liste et l'ordre alphabétique des noms des formateurs, et on découpe comme ça, donc on ne se connaît pas, c'est très un hasard. Par contre, après, quand les étudiants peuvent redoubler ou un formateur changer de promo, des fois il peut y avoir des stratégies un peu qui se mettent en place de la part de l'équipe des formateurs, en disant tel étudiant ou telle étudiante, ce serait peut-être bien que ce soit tel profil de formateur. Donc c'est peut-être dans ces moments-là que le genre intervient, si vous voulez. À dire, ce jeune homme, par exemple, ce serait peut-être intéressant que ce soit un formateur homme qui soit son référent. Parce qu'il a des difficultés avec les femmes, peut-être parce qu'il est dans le rapport de force avec les femmes, ou parce qu'on a l'image comme ça qu'un homme ça va être plus cadrant. D'ailleurs c'est pas forcément c'est pas toujours non, c'est pas toujours parce qu'il y a des hommes qui peuvent
peut être très cadrant et des C'est femmes clair. qui peuvent être très cadrantes et très... enfin, à mon avis, c'est pas qu'une question de genre. C'est vraiment les seuls moments ici où je vois d'une particularité, si vous voulez. Vraiment dans la référence où j'allais dire une étudiante femme qui serait dans la séduction et où là peut-être éviter que ce soit un homme qui soit référent. Oui. Mais en même temps, c'est pas non plus enfin, vous voyez, j'ai pas l'impression que quand on travaille sur quelque chose ici, le genre est vraiment une influence. Une influence, ouais. Moi, je Donc, travaille différemment avec des hommes, avec des femmes, ça me... donc votre sentiment est qu'elles sont loin d'être discriminées ou alors il est loin. Ah non, frère, non, elles sont majoritaires ici, c'est ça que... Non, c'est les hommes qui sont discriminés. Ah, on va un peu trop. Non, non, c'est... Alors, c'est vrai que c'est peut-être une particularité ici, hein, dans la formation infirmière, c'est que on part d'un public qui est essentiellement féminin, et où là, vous voyez même que la proportion au niveau des formateurs, 4 hommes pour 17 femmes, les hommes restent en minorité, là, donc... Tout à fait. Et y a-t-il une politique mise en place par les instances académiques éventuellement pour pouvoir éventuellement manager ces disparités? Il n'y a pas de... J'ai pas l'impression. Je pense que quand on... Je pense que quand l'équipe de direction recrute, hein, Oui. je pense pas que le genre soit un critère déterminant. Je pense que c'est plus le parcours professionnel, les compétences infirmières, on va dire, dans un premier temps, puis ce qu'on peut projeter sur la fonction de formateur, qui sont regardées, que j'aurais besoin d'un homme supplémentaire, si vous voulez. Ouais. Après, on a toujours cette vision, je ne sais pas si elle est vérifiée ou vérifiable ou pas, que dans une équipe infirmière, une équipe de femmes, c'est bien qu'il y ait des hommes. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent c'est ce qu'on disait souvent dans les services, c'est ce que j'entends encore dans les services, c'est même ce que j'entends encore des fois dans le discours des étudiants. Comme ça, un côté apaisant ou pas, alors je sais pas, ça restera à vérifier, à mon avis, ça peut créer d'autres tensions aussi, c'est pas forcément une règle absolue. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de réelle politique à ce niveau-là. Ouais. Lorsque, par exemple, vous entrez dans un service de femmes et que vous ne voyez que des femmes, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que cela vous fait-il? Rien du tout, j'ai l'habitude. Ah, bon, c'est plus une question d'habitude. Oui, ça me... Et votre première expérience, éventuellement, de... Même d'infirmier, enfin, je vous dis, la profession infirmière est majoritairement féminine, donc j'ai plus souvent l'habitude de croiser des femmes quand je vais dans les services que de croiser des hommes. Même si en psychiatrie, il peut y avoir un peu plus d'hommes que dans les soins généraux, mais les hommes ne sont pas toujours en service non plus. Il n'y a pas un homme à chaque... Enfin, en psychiatrie, il n'y a pas un homme à chaque tour, enfin, chaque service, enfin, le matin, l'après-midi, la nuit, ça peut être aléatoire. Il peut y avoir 2 hommes le matin, puis pas l'après-midi. Il n'y a pas non plus... donc ça me choque pas du tout. C'est même plutôt habituel, si vous voulez. C'est quand je vois beaucoup d'hommes, là, à la limite, que ça fait bizarre. Ok, quel regard portez-vous sur vos enseignements en formation? Quel regard portez-vous sur vous-même déjà et sur ce que vous dispensez? À quel niveau je vois pas bien là? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez être un bon formateur? Est-ce que vous pensez être... J'espère. Après, est-ce que vous remettez en question vos techniques? C'est surprenant des fois de se rendre compte que... Alors, je distinguerai plusieurs temps dans la formation. Il y a le temps où on est dans l'accompagnement des étudiants, vraiment, j'allais dire presque en face à face, comme on peut être là dans le bureau et on échange avec l'étudiant. Donc là, c'est un temps où on utilise, j'allais dire, on essaie de se mettre au service de l'étudiant, de ne pas être directif, de ne pas être dans le jugement, de le laisser s'exprimer, de l'accompagner vers ce qu'il pense être bon pour lui, en essayant, encore une fois, de ne pas être directif. Donc ça, c'est un temps où je pense être assez à l'aise, de par mon expérience en psychiatrie. Je trouve que les techniques relationnelles se ressemblent, enfin, c'est pas qu'elles se ressemblent beaucoup, c'est que ce sont les mêmes, sauf que la finalité est différente. Enfin, là, on n'est pas dans la thérapie, on est dans la pédagogie.
pédagogie, l'éducatif, c'est quelque chose de... La finalité n'est pas la même, faut pas se tromper. Tout à fait. Mais, et après, il y a des temps où on va dire, se penser une séquence pédagogique à un groupe d'étudiants, Oui. et où là, ça peut être variable d'un groupe à l'autre. J'ai des souvenirs, alors souvent, quand je vous disais tout à l'heure, on fait des séquences en TD en 8e, en quart de promo, on est amené à répéter la séquence à d'autres groupes. Oui. Et des fois, d'un groupe à l'autre, ça peut être complètement différent. La réception, les interactions ne sont pas les mêmes. Ça peut être très variable. Et lorsque vous vous remettez en question, qu'est-ce que vous mobilisez comme, 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 comme compétences, comme matériaux pour éventuellement remettre en question vos approches Alors, c'est d'essayer d'avoir une approche réflexive, d'essayer de me dire qu'est-ce qui est déjà de faire un petit bilan rapidement, hein, c'est des fois en remontant de la salle du bas, c'est déjà de recueillir moi un peu mes sensations par rapport, même si pendant le cours, je les recueille en direct, puis essayer de voir si ça s'est bien passé, s'il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées, essayer de voir en termes relationnels ce que j'aurais pu aborder différemment. La distance avec notre public est assez dure à trouver. Entre le trop proche, le trop loin, c'est vraiment difficile à mettre en place. Puis on a une population qui est quand même assez hétérogène en termes d'âge. On a une grande majorité d'étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, on va dire. Mais déjà entre 17, 18 ans et puis 25 ans, c'est pas la même approche. 25 ans, ils ont forcément vécu plus de choses. Ne serait-ce que déjà une autre formation, une expérience professionnelle. Et on peut avoir des personnes qui ont jusque 50 ans à peu près en formation. Même si là, ils ne sont pas majoritaires, bien entendu. Mais c'est vrai que ça demande toujours un peu d'adapter son discours à l'interlocuteur. Ouais. Et il y a des séquences où on peut passer beaucoup de temps à faire un peu on va dire, de cadrer les choses, un peu de police, entre guillemets, de rappel à la règle, au règlement. Et puis d'autres séquences où il n'y a même pas besoin de le faire, ça se fait, le groupe s'autogère, j'allais dire. Des fois, il suffit d'un ou deux étudiants un peu plus âgés, des fois, ou un peu plus matures, c'est d'ailleurs pas toujours qu'une question d'âge, pour réguler un groupe, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans le même groupe, hein, souvent. Ils sont pour que le groupe soit très attentif. Bon, puis après, je pense qu'il y a une part aussi de feeling ou d'intersubjectivité comme ça, d'accroche, soit à la thématique, soit aussi des fois peut-être à la personne du formateur ou de la formatrice, qui fait qu'on va être plus intéressé par ce qu'il va dire qu'à un autre moment. Je pense aussi qu'il y a une question de timing. Il y a des moments dans la formation, si vous intervenez 2 heures avant l'affichage des résultats de la CAP du semestre, ou un vendredi de 16h à 18h, c'est dur de garder l'attention des gens. Après, il y a des moments qui sont plus dans la formation, qui sont plus favorables que d'autres pour que les étudiants soient réceptifs, puis pour nous aussi, parce qu'on a des périodes plus denses que d'autres. Bon, quand on enchaîne comme ça les cours, à un moment donné, on peut aussi être fatigué, avoir un peu plus de mal à aligner certains mots. Enfin, ça peut être plus compliqué. Quand on répète les séquences de cours comme ça, ce qu'on ne se rend pas compte quand on est étudiant, c'est que pendant un cours, quand on est étudiant, on décroche, on peut décrocher. De toute façon, c'est même humain, on décroche à un moment donné. On va regarder dehors, on pense à autre chose. Quand c'est vous qui réalisez le cours pendant 2 heures, vous pouvez pas décrocher. Si vous décrochez, vous êtes ailleurs et ça se voit déjà, et puis vous perdez le fil de votre pensée. Donc ça demande ce qu'on m'avait dit au départ, mais il fera quand tu réaliseras 8 heures de cours dans la journée, comment c'est fatigant. Et ouais, les premières fois, c'est vrai que on rentre chez soi, on est lessivé parce qu'on n'a pas l'habitude de se concentrer comme ça pendant aussi longtemps sans décrocher, même quand on a une expérience d'étudiant. Et avez-vous déjà eu une expérience avec un enseignant-chercheur? Quel est votre rapport éventuellement avec comment concevez-vous le métier d'enseignant-chercheur? Alors, ça reste assez un peu flou pour moi. Les enseignants-chercheurs, j'ai commencé à les côtoyer en 2011 pendant mon école des cadres. On travaillait en partenariat avec l'Université de Lorraine. Donc c'est là où j'ai pu réaliser un master en sciences de l'éducation, le finaliser l'année d'après.
où j'ai découvert un peu le milieu de l'université. Pour moi, l'université, c'était très très loin. Hein. Enfin, je n'avais jamais été vraiment à l'université. Donc, et d'échanger comme ça avec oui, donc des personnes qui sont dans la recherche et qui en même temps enseignent. C'était assez étrange. Ils viennent d'horizons différents. Des gens... Alors l'image que j'avais projetée et que j'ai pu vérifier en intégrant le CEREP et en côtoyant d'autres enseignants-chercheurs, des personnes très investies. Oui. C'est assez remarquable. Parce que je retrouve ici ce que j'avais vu en Lorraine. C'est des gens qui peuvent, enfin investis, oui, qui sont capables de répondre à 5h30 du matin à un mail, ou à l'inverse à 23h30 ou à minuit à un autre. Enfin, il y a comme ça un investissement, ou le week-end. Enfin, moi j'avais été surpris, j'envoie un directeur de thèse pour prendre contact et j'envoie un message, je crois, un samedi soir à 17h, 18h, enfin, puis une heure après une réponse. Enfin, voilà, c'est... Voilà, des gens qui ont un emploi du temps assez démentiel, sont multi-sollicités. C'est l'image que j'en ai. Enfin, après, je n'ai jamais côtoyé vraiment dans le quotidien, dans la pratique, les enseignants-chercheurs. Je suis un peu à distance. C'est l'image que j'en ai. Après, une grande disponibilité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais pu voir en Lorraine, et c'est ce qui me semble être le cas là sur Reims. Oui. Et comment concevez-vous leur métier quelle est votre vision de leur métier? Vous avez dit une grande disponibilité, vous avez dit ils sont dans la... beaucoup de temps pour mener deux missions qui sont très difficiles à mener en même temps, là je m'en rends compte actuellement. D'ailleurs, votre mail m'a fait cogiter parce que dans votre mail, à un moment donné, vous parlez, vous interrogez les enseignants-chercheurs. Oui, effectivement. Mais j'aimerais requérir la vision de ceux qui aspirent à ce métier-là. Et je me suis demandé si je rentrais dans ce qualificatif, en fait. Ça m'était jamais venu à l'esprit, en fait. Je me serais jamais qualifié comme ça. Et en même temps, je me suis dit après, oui, je fais une recherche. Une recherche au niveau de la thèse. Puis je suis enseignant quelque part. Enfin, enseignant, formateur, enfin après c'est de la terminologie, mais ouais, ça correspond. Alors c'est pas, je suis pas universitaire, enfin si universitaire par la recherche, mais pas de, enfin si aussi dans l'enseignement. Mais même si on est encore dans un statut un peu bizarre, nous, à l'IPSI, hein, on n'est pas encore totalement rattaché à l'université, on ne sait pas d'ailleurs comment on va se rattacher. Et donc, ce qualificatif m'a fait un peu cogiter. Et pour oui, répondre à votre question sur comment je les perçois, deux pôles très durs à gérer. D'un côté, l'enseignement avec tout l'investissement que ça demande, les directions de mémoire. Je sais que pour avoir comme ça un peu entendu ou échangé sur des discussions de labo, qui peuvent suivre comme ça pour certains plus d'une dizaine d'étudiants en master par exemple. Et en doctorat aussi. Et en doctorat. Donc avec une habilitation de 4 ou 5 à diriger des gens en thèse. Donc déjà ça prend un temps qui est, j'imagine, assez important. Ensuite, des responsabilités au niveau de certains masters ou certaines séquences pédagogiques à animer, donc ça aussi qui prend du temps physiquement et puis aussi à réactualiser, à préparer les choses. Et puis il y a un autre versant qui est la recherche, où ils ont des recherches à mener, après publier sur ces recherches, des rapports, un système que j'ai découvert un peu dans les réunions de labo de financement, de compte à rendre aussi, de délai quand même à tenir, parce que quand un organisme financeur finance une recherche, il ne veut pas les résultats dans 15 ans, il les veut assez rapidement. Et pour reprendre ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui a été dit sous forme de boutade, mais souvent on dit des choses comme ça, il y a des vérités derrière les plaisanteries. Un des enseignants-chercheurs du labo dans lequel je suis qui dit, bah oui, moi mon temps d'enseignement, je le fais de 8h à 20h, et mon temps de recherche, je le fais pendant la nuit. Sans que, oui, c'était très compliqué j'imagine. Enfin, moi, pour le vivre là, en essayant de concilier mon activité professionnelle sur l'IPSI et cette nouvelle activité de recherche, c'est très dur de trouver du temps, d'arriver à se dégager du temps. Il y a toujours quelque chose à faire des deux côtés. Ah, oui. C'est deux logiques qui se superposent. C'est ça que je trouve très compliqué. Ouais. Parce que tant qu'on est uniquement dans un des deux, je trouve
que si on rajoute des choses, ben, ça fait en plus, mais c'est des choses qui vont s'harmoniser à un moment donné. Si on augmente ma charge de travail sur les psys, ben, ça me fait une logique à penser. Alors que là, il y a d'un côté amener des choses, des ultimatums, des échéances qui arrivent sur le côté enseignant. Et puis un autre côté, au niveau de la thèse ou de la... Alors j'imagine que pour les enseignants-chercheurs, c'est pareil sur leur recherche, des échéances aussi qui par moment arrivent et qu'on ne maîtrise pas toutes. Enfin, quand on vous demande de rendre quelque chose ou d'avancer sur telle période, sur telle ou telle chose, enfin, alors il y a sans doute des choses qui peuvent être différées, mais c'est aussi des échéances que vous mettez vous-même. Et tout concilier, ça devient... Parce qu'une logique ne correspond... Enfin, alors peut-être que enseignants-chercheurs, ils arrivent plus à imbriquer les choses. Mais moi, je sais que mon activité sur l'IPSI, mon activité dans la recherche sont séparées. Et on ne s'occupe pas à l'IPSI quand on me demande quelque chose, de où j'en suis dans ma thèse, ou si c'est un moment qui est un peu speed. Et de la même façon, même si mes directeurs de thèse sont très compréhensifs et que je peux leur dire les choses, mais à un moment donné, il faut que j'avance. Et bon, je peux leur dire qu'à un moment donné, sur une période, 15 jours, 3 semaines, c'est chaud ici. Et que, mais bon, voilà. Vous avez des directeurs de thèse, vous avez des directeurs de thèse, vous en avez plusieurs? Oui, j'en ai deux. Oui, déjà un directeur, un co-directeur. Co-directeur des hommes, des femmes? 2 hommes. 2 hommes. Et pensez-vous que les femmes, les anciens chercheurs femmes sont assez représentées au sein de l'IRCA, autre la vision que vous avez? Sur ce que j'en perçois, ça m'a l'air assez mixte. Je vois dans le labo dans lequel je suis, ça m'a l'air assez mixte sur ce que je vois au niveau du GERPEF. Donc les femmes ne sont pas sous-représentées? Alors, je vais vous dire, une vision comme ça, vraiment très, que j'ai pu avoir sur la certification du labo, il me semble, mais alors ça resterait, c'est vraiment une image, le GERPEF serait peut-être plus masculin et le Grantos peut-être un peu plus féminin, en termes de représentation, de population. C'est vraiment une impression comme ça, hein. J'ai pas de... Ouais, j'en vois les réunions du GERPEF et j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus d'hommes, il me semble. Et le Grantos me semble assez... qui est plus de femmes au Grantos. Mais alors bon, le Grantos, je connais pas, enfin je connais pas trop, donc j'ai pas de... Ouais, d'avis particulier. Mais en tout cas, les personnes que je connais un peu, enfin ou de vue comme ça au Grantos sont des femmes, donc j'aurais du mal à citer un homme du Grantos. Alors que je pourrais citer plusieurs femmes, mais bon après, c'est pas forcément, je vous dis, j'ai pas... Faudra regarder sur le site et puis compter, faudrait... Savez-vous qu'il y a plus de doctorants hommes que femmes au sein de l'IRCA? Non. Ouais. Non, je sais pas. Il y a plus de doctorants hommes que femmes au sein de l'IRCA et avez-vous une idée éventuellement de quoi peut résulter une telle sous-représentativité? Est-ce dû aux filières, est-ce dû aux matières, est-ce dû aux politiques, aux sciences inaccessibles aux femmes, aux filières inaccessibles aux femmes? Alors comme ça, 2 éléments me viendraient à l'esprit. Si vous partez de votre expérience... Alors, quand j'ai fait les journées de rentrée doctorale, ça m'avait pas sauté aux yeux. Ça me semblait assez mixte. Enfin, c'est... Bon, dans un amphi comme ça, on ne mesure pas bien. Après, ce qui pourrait expliquer des choses, c'est peut-être... Alors, pour des doctorants qui ont un peu mon âge, qui ne sont pas en formation initiale, ça peut être aussi... Ce qui expliquerait d'ailleurs peut-être que dans les cadres de santé, il y a plus d'hommes que de femmes. J'allais dire, alors le terme n'est pas joli, hein, mais les contraintes domestiques, enfin le côté contraintes domestiques, la vision qu'on peut avoir de la, et déjà, enfin, si ça c'est pas une vision, c'est une réalité, le fait de la maternité ou ce genre de choses, qui à un moment donné peut freiner une carrière chez les femmes. L'homme, même s'il a des enfants qui développent une vie de famille, il n'y a pas c'est moins freinant, moins handicapant entre guillemets, sans doute, je pense. Peut-être que ça peut être un élément d'explication. Un autre élément d'explication qui me vient à l'esprit, mais là, j'ai souvenir qu'aux journées de rentrée doctorale,
il nous parlait qu'il y avait un certain pourcentage, mais je ne serais pas capable de vous le dire là, mais c'était assez représentatif pour que ça m'ait marqué, d'étudiants qui viennent de l'étranger, par des liens entre universités et entre pays. Hypothèse que je poserais comme ça, mais qui resterait totalement à vérifier, c'est que peut-être que la mobilité pour les étudiants étrangers, par rapport à certaines origines, serait plus facile quand on est du sexe masculin que quand on est une femme. Bon, les femmes, socialement parlant, peut-être aussi ce que je peux, là je pars dans des trucs, je sais pas du tout, mais d'éléments comme ça, que les côtés un peu rassurants pour les familles, bizarrement, je ne sais pas, me sont expliqué, mais on est moins inquiet pour un garçon qui part à l'étranger que pour une fille. Enfin, il y a comme ça un côté, je crois que ça se retrouve dans beaucoup de cultures, beaucoup de pays, donc ça pourrait expliquer un élément comme ça qui vient, j'ai pas de... Je comprends parfaitement. Et de tels éléments, et ces facteurs domestiques, comme vous avez dit tout à l'heure, pensez-vous que ce soit également représentatif au niveau des enseignants-chercheurs? Est-ce que c'est une des raisons qui peut expliquer éventuellement le fait qu'elles n'arrivent pas à être égales aux hommes au niveau c'est quelque chose qu'on retrouve alors même si c'est paradoxal, parce que dans la fonction publique, les fonctions les plus élevées, on devrait être protégé de ça, mais en même temps, une des réalités du terrain, c'est qu'une femme qui va avoir 2 enfants, dans son activité professionnelle, elle va être coupée 2 fois. Elle va avoir 2 congés mat, sans doute après peut-être un travail à temps partiel, ou pendant quelques années. Il y a aussi, je pense, dans une culture, même si ça doit s'inverser, après je suis pas spécialiste, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas spécialiste de la question du tout, mais il y a quand même une image comme ça, qui est que la mère est plus proche dans l'éducation que le père, même comme des tâches domestiques, il y a des études qui avaient montré que la répartition des tâches domestiques, contrairement à l'image qu'on en a, les hommes participent un peu plus, mais pas beaucoup plus aux tâches domestiques. C'est pas quelque chose qui s'est complètement... il n'y a pas encore un côté égal-égal. Et je pense que dans l'éducation des enfants, c'est un peu j'imagine en tout cas, parce que j'ai pas du tout cette expérience, et que peut-être que des femmes, à un moment donné, sont obligées, entre guillemets, si ce n'est de sacrifier, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas de mettre de côté leur carrière professionnelle pendant quelques temps, voire quelques années, le temps que les enfants grandissent un peu, ce qui peut être un retard qui est dur peut-être à rattraper par rapport à un enseignant-chercheur homme qui lui n'aura pas d'interruption, ou moins d'interruption dans son travail. Et pensez-vous que l'académie, éventuellement, les politiques menées par l'académie, pourraient tendre à les valoriser un peu, ou devrait-il y avoir des politiques en faveur de l'égalitarisme? Alors l'académie, je connais pas du tout. Donc vous voyez, on est rattaché de toute façon très très loin. Donc là, je sais pas du tout comment ça se gère à ce niveau-là. L'égalité, c'est quelque chose qui me gêne toujours un peu. Donc, qui me gêne toujours un peu comme la parité au sens large. Je trouve ça un peu plutôt de compétences. Après qu'on réfléchisse à un modèle sociétal, pourquoi les femmes sont... Parce qu'à la limite, quand on prend l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, la maternité, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dessus, parce que normalement, la maternité, c'est 3-4 mois d'arrêt d'activité professionnelle. Avec une reprise après, donc normalement, il n'y a pas de... Je veux dire, 2 ou 3 fois dans une carrière, ça ne devrait pas non plus être un handicap insurmontable. C'est qu'il y a forcément autre chose derrière qui peut retarder. Qui peut... Après, être dans il faut moitié-moitié, non, j'allais dire, pour moi, non, si les femmes sont sur certains domaines, à un certain moment, c'est même pas une question de domaine d'ailleurs, mais sont plus compétentes que les hommes, faut qu'il y ait plus de femmes pour moi. S'il y a plus d'hommes, faut qu'il y ait plus d'hommes. C'est pas... ce qui serait dangereux à un moment donné, c'est qu'une des deux personnes, à mon avis, une des deux personnes des deux sexes se retrouve barrée par quelqu'un de moins compétent parce qu'il faut faire le nombre de l'autre côté. Ça, je trouverais ça... c'est aberrant. Ouais, c'est aberrant, de dire, là non, faudrait que dans tel conseil
cette unité où il faudra qu'on fasse moitié-moitié, ou Donc, ça ne devrait pas être les professeurs d'université, par exemple, sur l'URCA, et puis peut-être que là, alors je sais pas du tout comment se font les nominations, hein, mais ah ben là on manque de femmes, donc on va promouvoir quasiment que des femmes. Et le gars qui a bossé, ou à l'inverse, la situation pourrait être inverse, hein, c'est pas du tout un discours protecteur de la cause masculine, hein, que j'essaie d'avoir. Je trouverais ça aberrant pour le gars qui aurait des compétences, et j'aurais le même raisonnement pour dans l'autre sens. Si on disait, par exemple, au niveau infirmier, il n'y a pas, je sais pas, alors cadre sup, non, il y a beaucoup d'hommes aussi, mais il n'y a pas beaucoup de, je veux dire n'importe quoi, je crois que c'est, non, ça serait équilibre au niveau des directeurs des soins, mais bon, il n'y en a pas assez. Dans les concours, on va favoriser les hommes. Ouais, je trouverais ça aberrant. Et si nous revenons à vous, vous avez dit que vous avez combien d'années de formation? Depuis 2010, donc c'est ma 7e année. Moi, une année où j'étais en formation école des cas, donc là, j'étais pas formateur. D'accord, 7 ans de formation. Et aimez-vous le contact, la communication, je veux dire? Oui, c'est ce qui me, je veux dire, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui me donne envie de faire ce métier. C'est ce qui me donnait envie d'être soignant, d'être infirmier, le contact humain, les métiers de l'humain. Enfin, alors c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé avant, hein, mais c'est que je reste dans les métiers de l'humain. En étant plus infirmier, en devenant formateur, mais en même temps, il y a toujours ce contact, ces échanges. Pour moi, c'est super, c'est même l'essentiel. Et un communicant devrait-il savoir communiquer? Y a-t-il une technique de communication? Est-ce nécessaire de savoir communiquer quand on est formateur? Je pense que ça s'apprend. Il y a une technique de communication, technique de reformulation, de non-directivité. Arriver déjà arriver à ce terme, c'est toujours facile. Laisser l'autre s'exprimer, c'est déjà pas toujours évident. Des fois, on a un naturel comme ça qui travailler sur le fait de réussir à ne pas être dans le jugement. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus bloquant pour quelqu'un qui veut s'exprimer que de se sentir évalué ou jugé. Tout ce qui est, alors ce que j'appellerais la relation d'aide pédagogique, qu'on peut retrouver dans toute cette non-directivité, technique de reformulation, attitude empathique. Tout ça, pour moi, ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe. On peut avoir des aptitudes à ça un peu naturelles, mais c'est pas inné, quoi, en tout cas. Ça peut pas être totalement inné. C'est quelque chose qui se travaille. Et l'anglais? Connaissez-vous, assimilez-vous l'anglais? Ah, question qui fâche. Oui, alors, non. Oui, non. Non, j'ai un niveau B1 en anglais. Pour avoir fait l'évaluation, j'en ai donc un niveau scolaire très intermédiaire, enfin, non, je maîtrise pas l'anglais. Capable d'écouter une conversation en anglais, de suivre certaines séries télé en anglais sous-titrées. Pas de tenir une conversation, j'arrive un peu à le comprendre, mais pas à le parler. Et bon, l'anglais chez nous dans la formation reste très, donc il s'était rattaché par biais de 6 unités d'enseignement parce que c'est universitaire, mais bon, on reste sur de l'anglais très basique, hein. On fait pas les gens sortent pas bilingues, hein. Ils ont 10 ou 15 heures de cours par semestre, mais c'est pas un niveau d'anglais. Pensez-vous que ce soit utile de connaître l'anglais quand on est formateur ou alors dans la formation? Oui. Oui, parce que de plus en plus on a de la littérature en anglais à lire. Ne serait-ce que là, des collègues se sont penchés sur le dossier Erasmus pour faire un partenariat comme ça de mobilité des étudiants entre différents instituts de formation en soins infirmiers de différents pays. Tous les textes se retrouvent en anglais. Moi, je vois dans le cadre de la thèse, à un moment donné, obligé pour accéder à une certaine littérature de lire l'anglais. Donc l'anglais, c'est vrai que l'anglais est très important pour... Alors, très important si on part dans la recherche. Après, dans la formation, pour une formation infirmière initiale, on a quand même beaucoup de littérature francophone. Je pense que par exemple, pour des étudiants réaliser leur mémoire de fin d'études de grade licence, ils peuvent, avec toute la littérature francophone, ils n'ont pas forcément besoin d'aller lire de l'anglais. On a de quoi faire. Ouais. Et de façon générale, aimeriez-vous atteindre le niveau éventuellement ou alors
Bon, je vais revenir un peu plus en arrière. Votre expérience avec les enseignants-chercheurs. Avez-vous déjà eu une expérience avec une enseignante-chercheuse? Oui, ma directrice de mémoire en thèse était une enseignante-chercheuse. Oui. Enfin, une enseignante-chercheuse d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, donc Et quel rapport de travail avez-vous eu, que tirez-vous des deux expériences avec soit un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse? Qu'est-ce que vous pouvez tirer? L'un était plus, l'autre était moins, l'un était plus attentionné, plus. alors c'est dur de tirer les... Oui, parce que bon, ça reste deux personnes. Et deux personnalités. Deux personnalités. Non, je retrouve une même attention chez les deux. Enfin, chez les trois même. Au niveau du travail, du suivi. Ouais. Puis dans la relation, le souci de l'autre. Enfin, on sent... Et comment l'envie, en tout cas, le besoin, enfin le besoin, je sais pas, mais en tout cas l'envie de créer un contact, de mettre à l'aise. Et un contact favorable à... Et comment concevez-vous leurs accompagnements? Comment le... Alors, quand là, difficile de... Je vois pas bien les... Peut-être que eux accompagneraient différemment en master et en doctorat, possible aussi. Ma directrice de master est peut-être un côté un peu plus maternant, un peu plus... maternant, c'est-à-dire plus attentionné, plus dans le... Alors, c'est difficile, ça fait que 6 mois que là je suis en doctorat, j'ai pas trop de recul, mais elle lisait et annotait tout ce que je lui envoyais comme document. Donc, au niveau du retour, ouais. Le retour était assez rapide. Alors, assez rapide, et vraiment avec, je vous dis, une lecture, une relecture, mais jusqu'à, oui, assez, jusqu'à trouver regarder au niveau de l'orthographe ou des choses comme ça. Alors que là, bon, en même temps, je suis pas encore dans la rédaction de choses définitives pour la thèse. Donc je pense que ce regard-là, il arrivera plus tard de la part de mes directeurs de thèse. Là, on est plus dans quelque chose de global pour le moment. Enfin, c'est l'impression que j'ai, mais après, deux exercices différents, puis dans une temporalité qui est différente aussi. Le mémoire de master, j'avais 10 mois pour même pas, parce qu'on l'avait commencé, en gros c'était sur 6 mois. On avait commencé en octobre-novembre, puis il fallait le rendre en mai, donc ça faisait assez court. Bon, la thèse, là, étant en formation professionnelle, je suis parti pour 5-6 ans, donc les échéances sont pas du tout les mêmes, donc c'est dur de comparer là. Puis de comparer sur 3 personnes, ouais, ça peut être très... C'est aléatoire. Deux femmes auront peut-être pas encadreront peut-être pas un étudiant en master de la même façon, et deux hommes encadreront peut-être pas un doctorant ou un étudiant en master de la même façon non plus, donc de façon générale, pour conclure, que devrait-on faire pour améliorer éventuellement l'accompagnement? Qu'est-ce que les enseignants-chercheurs devraient-ils faire, ou elles devraient-ils faire? Devrait-il y avoir, préférez-vous une vision idéale de leur métier, ou alors en fait, si jamais vous aspirez également à cet accompagnement, puisque vous êtes en chemin, quelle est votre vision idéale de ce métier d'enseignant-chercheur? Doit-elle être, comme le chemin se prend, être plus dans l'administratif, plus dans le pédagogique, plus dans l'accompagnement, plus dans la recherche, la communication des recherches, la publication, l'administratif, non, la recherche des fonds. Alors après, la recherche publiée fait partie de la recherche pour moi, mais ça me paraît très dur de concilier les deux, l'enseignement et la recherche. Ouais. Enfin, ça me paraît il faudrait quelque chose, soit presque, est-ce qu'on se débarrasser d'une casquette. Ouais, est-ce qu'on peut être les deux, quoi, ou est-ce qu'il faudrait pas... Ouais, je sais pas. Alors après, voilà, les enseignants-chercheurs, j'ai vraiment qu'une vision comme ça, je les croise. Ouais. je vois pas leur quotidien, d'ailleurs c'est... Oui, ça, c'est difficile à dire. J'entends par le discours, je les vois pas au quotidien non plus, je les vois pas exercer, je les vois pas... C'est vraiment, j'ai l'impression comme ça, un peu une représentation de ce qu'ils font, mais en même temps, concrètement, ce qu'ils font, ça reste très
encore un peu obscur pour moi, quoi. Je vois pas D'accord. je vois pas bien pour le moment. Merci beaucoup. Nous avons Je vous en prie. utilisé tous les thèmes. D'accord. En l'occurrence, vous avez été assez clair et je tiens à vous rappeler que naturellement, je vous ai envoyé le consentement et vous pourrez me l'envoyer signé quand vous voudrez. Et éventuellement, et naturellement, cette recherche sera anonymée. Donc, lorsque je mettrai sur écrit, peut-être vous reconnaîtrez ou pas. Mais de toute façon, il sera transcrit et anonymé. D'accord. Je vous remercie de votre Je vous en participation. prie.